Ça me fait plaisir d'être là, déjà, et de vous retrouver, et de retrouver Benoît et toute l'équipe, parce que c'est quand même la campagne des européennes, et elle a son importance, et la campagne écolo a encore plus d'importance étant donné les enjeux. Vous parliez du local, et au local, la situation n'est pas plus terrible qu'ailleurs, elle n'est pas terrible. Voilà, il y a des moyens qui sont mis, les moyens sont insuffisants, comme partout. Et ces moyens sont mis pour le curatif parce que c'est nécessaire. Mais si on continue comme ça, des moyens, il en faudra de plus en plus encore, alors que l'on sait, on a les moyens de faire en sorte qu'on évite l'arrivée de ces pesticides dans l'eau. La seule réponse, c'est qu'il ne faut plus les utiliser. Alors, il y a cette loi qui est devenue la loi Labbé. Pourquoi j'y ai travaillé? J'avais participé, d'abord écolo, et convaincu que les pesticides étaient pas des bonnes choses. Et dans la commune de Saint-Nolff, où j'étais maire, dès 2005, on s'était supprimé les pesticides sur la commune. Ça avait été compliqué, mais on avait réussi à le faire. Et ça, sur conviction. C'est une mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé, sur l'environnement. Si on retravaille cela maintenant, ça s'est empiré encore. J'entendais tout à l'heure parler les cancers sur les enfants. C'est absolument terrible. On en parlait un peu à l'époque, mais beaucoup moins que maintenant. Donc, la situation, elle est gravissime. Donc, on a la mission, je fais très vite, on auditionne pendant 6 mois tous les acteurs, les producteurs, les utilisateurs, les paysans qui les utilisent en faisant attention, ceux qui les utilisent pas du tout en disant mais pour produire on n'a pas besoin de ça, on démontre qu'on peut faire sans, mais aussi alors, le monde médical. Alors, ce qui est important à dire, c'est que tous les partis politiques sont représentés dans la mission. Et on entend les mêmes choses. Et le monde médical, il y en a 2 qui m'ont marqué particulièrement. Une médecin cancérologue de Bordeaux, et qui dit, voilà, je suis médecin cancérologue, je me suis spécialisé dans le cancer de la vessie, qui est le cancer du vigneron, directement lié aux pesticides. Et un chirurgien pédiatre de Lille, qui dit, voilà, je suis chirurgien pédiatre, j'ai dû me spécialiser dans les malformations des nourrissons, tellement il y en a en lien direct avec les pesticides. Donc on a appris tout ça. Alors sur les pollinisateurs, sur l'eau, enfin la totale. Je découvrais ça, je me dis putain, on a des sacrés moyens pour mener des investigations. Et suite à la mission, non, juste avant la fin de la mission, c'est pour la petite histoire. Moi j'étais nouveau sénateur, je n'étais pas à l'aise dans mes baskets. Je voyais tout le monde parlait bien, tout. Et il y a un administrateur du Sénat, c'est des tronches qui accompagnent les missions. Il approchait de la retraite et puis il me tape sur l'épaule après une audition. Il me dit, monsieur le sénateur, je suis tenu à l'obligation de réserve, je ne devrais pas vous le dire, mais quand je vois l'intérêt que vous portez à ces sujets-là, j'espère que le rapport il ne va pas rester dans un placard. Moi qui doutais de moi, ce mec, par 3 mots, il m'a galvanisé. Je me suis dit, putain, il faut que je fasse quelque chose. Il m'a conforté. Je me dis, il me fait confiance et tout. Et lorsqu'il y a eu l'approbation du rapport en séance, donc je parlais pour les écolos. Je leur dis, en tant qu'écolo, après j'ai découvert ce que c'était une mission, parce que je jouais cash, je disais, ce que je savais pas, je le disais, je ne le savais pas, j'avais jamais appris. Eh bien, c'est vraiment bien une mission. C'est vraiment bien qu'on ait pu travailler ensemble. Et on a entendu un certain nombre de choses. Et moi, ce que je vous propose, c'est que je vais faire une proposition de loi s'intéressant les espaces publics des communes et les jardins particuliers. Je ne parlerai pas d'agriculture parce que la loi d'avenir agricole, c'était 2014, ça va être l'année prochaine. Il sera temps d'en parler. Mais en attendant, il y a urgence. On va seulement parler du non-agricole. Et puis je leur dis en séance, et s'il n'y avait pas une majorité sur un sujet comme celui-là, après ce qu'on a entendu pendant 6 mois, ce serait à désespérer de tout, mais moi je ne désespère pas. Alors je descends, on me dit Joël, tu sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça fonctionne pas comme ça, tu peux travailler dessus, c'est bien, mais jamais ça passera. Il y a l'Europe et il y a les lobbies. Alors, je m'étais donné un an, enfin bon, d'arrache-pied avec mon équipe, on a travaillé, refait des auditions. Et donc là, on avait plein d'éléments, mais il fallait une majorité. Et on était 10 écolos sur les 348 sénateurs, et sénatrices et sénateurs. Et donc, on a ramé. Au niveau des groupes de gauche, c'était beaucoup plus simple. Quoique, avec le Parti socialiste, ça n'a pas toujours été aussi simple.
parce que le lien Parti socialiste FNSEA, il était déjà fort. Je crois d'ailleurs qu'il n'est pas coupé. Voilà. Donc, mais alors moi, tous les collègues de gauche, de droite qui avaient participé à la mission, les yeux dans les yeux, je suis allé les voir pour leur dire, après ce que tu as entendu, tu vas quand même pas voter contre. Alors, il y avait en plus de la sympathie réciproque parce qu'on travaille ensemble. Voilà. Et ouais, mais non, mais tu comprends, il y a le groupe. Non, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu as des enfants, tu as des petits-enfants. Alors, voilà. Et au final, alors certains ont dit, non, je peux pas voter pour. Par contre, je peux m'abstenir et demander à des collègues de s'abstenir. On a réussi à avoir une majorité comme ça et c'est passé. Là, c'est un petit exemple simplement à dire que la loi tient du politique et le politique, c'est une petite chose, il y a plein de choses qui peuvent être faites comme ça. Alors, sur la qualité de l'eau, en lien avec les pratiques, notamment agricoles et essentiellement agricoles, il y a un secteur ou deux secteurs, les périmètres de protection de captage d'eau. Au sens large, hein, pas les périmètres rapprochés parce que c'est déjà interdit, mais les périmètres de protection de captage d'eau et les bassins versants. L'eau est un sujet extrêmement sensible partout et auprès de l'opinion publique. Une proposition de loi allant dans ce sens-là, visant à interdire les pesticides sur ces secteurs-là, aurait toutes les chances de passer en s'appuyant sur les ONG, en s'appuyant sur l'opinion publique. Voilà, donc c'est pour moi je veux croire encore en l'avenir, mais je suis comme vous, on va pas lâcher. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, faire bouger les choses, faire bouger le monde politique, y compris cette majorité qui est bien pensante là, aller les bousculer pacifiquement, mais avec force. Pour qu'ils prennent leurs responsabilités et en s'appuyant sur la population. C'est un sujet, évidemment l'essentiel, puisqu'on doit parler Europe aujourd'hui, mais Benoît en a parlé sur l'agriculture, l'essentiel c'est la PAC. Évidemment, les orientations de la PAC, quels choix sont faits au niveau des financements de la PAC, tu l'as bien démontré, je vais pas revenir là-dessus. On a de l'application sur le terrain. Là encore, ça venait des écolos, loi Egalim. L'histoire des cantines. Alors, nous, on s'était dit, les cantines, c'est un super levier pour développer l'agriculture bio et les agricultures alternatives. Et si on se dit, on va obliger les cantines à mettre une proportion de produits bio et locaux et de qualité, ce sera déjà ça et ça va amorcer le développement de l'agriculture bio sur les territoires. Ça, pour avoir une majorité, là encore, on a ramé, mais on a réussi à avoir une majorité par rapport à ça. Et ils étaient à reculons. Alors, toute la droite était à reculons et ne voulait pas de ça. C'est pas possible, on va mettre les maires dans l'impossibilité. Et la loi a été votée. Elle a la force de la loi. Et ben, elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée et l'État n'oblige pas à... Alors, il y a obligé d'une part, mais il y a donné les moyens surtout pour faire en sorte que ces 20% de bio et 50% de qualité et locale dans une première étape soient mis en place. Un autre outil, c'est le projet alimentaire territorial. Là, ça se jouait en 2014 encore, loi d'avenir agricole. Les écolos, on était dans la majorité à cette époque-là. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, j'en ai connu 6 ministres de l'Agriculture. Le seul pour qui j'ai un certain respect, c'est Stéphane Le Foll. Alors, il était habitué au grand écart, mais malgré tout, il savait s'opposer aux tenants de l'agriculture productiviste. Alors, il y a plein de sujets sur lesquels je me suis engueulé, mais moi, j'aime bien reconnaître quand il y a des gens qui font des choses plutôt bien, faut savoir le reconnaître. Et voilà, donc, loi d'avenir agricole, il y avait plein d'orientations bien intéressantes qui ont été mises en place. Et nous, écolos, on avait travaillé avec les ONG sur l'idée de projets alimentaires territoriaux. Et puis, alors, projet alimentaire territorial, il doit y en avoir ici sur le territoire. Mais l'essence du projet alimentaire territorial, c'est de dire, on met tout le monde autour de la table, tous les acteurs, élus, agriculteurs, distributeurs, parents d'élèves. Comment faire en sorte qu'à l'horizon 2030, puis 2035, puis 2040,
la majeure partie de l'alimentation consommée sur le territoire par la population du territoire soit produite sur le territoire. On va dire encore, ouais, utopie, utopie. C'est une utopie absolument nécessaire et c'est une sacrée réponse dans l'intérêt des agriculteurs, évidemment, et de la biodiversité, du climat et de tout ça. Là encore, donc, Stéphane Le Foll avait admis que ça soit mis dans la loi, mais on souhaitait que ce soit obligatoire, comme les SCOT le sont, par exemple. Alors, évidemment, il était hors de question de le mettre obligatoire. Et donc, ça se passe un petit peu... Il y a des PAT admirables, mais en gros, ça patine parce qu'il n'y a pas de volonté politique nationale derrière cela. Alors que ça, c'est un véritable outil intéressant. Mais là encore, on ne désespère pas parce que les choses avancent. L'agriculture, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'agriculture qui n'utilise pas les pesticides, il y en a une. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Mais le fer de lance, c'est l'agriculture biologique que tout le monde connaît, qui est reconnue par tout le monde, avec des références, avec un label. D'abord, ce gouvernement, et là, il y a des choses qui énervent vraiment. Il y a 2 ans, ce gouvernement, en lien avec la FNSEA, va nous sortir un nouveau label, le label HVE, haute valeur environnementale, et qui trompe tout le monde. Alors, le consommateur, la consommatrice qui voit sur les vins haute valeur environnementale, bon là on est au summum de la valeur environnementale, et là ça fait la concurrence au label bio. Il y en a certains qui étaient partis, qui envisageaient d'aller vers le bio. Alors c'était tellement facile d'être HVE qui sont restés HVE. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Alors, on dit l'agriculture biologique, les produits coûtent plus cher. Donc d'abord, elle ne produit pas suffisamment. Alors ça reste à prouver. Pas autant que l'autre, c'est sûr, parce que l'autre est au maximum du productivisme et on en voit les résultats. Mais l'agriculture biologique, alors, je suis un peu décousu là, mais j'ai besoin de le dire. L'agriculture biologique, on a eu un rapport qui a été fait par l'INRAE. Alors l'INRAE, c'est pas des révolutionnaires au niveau des têtes pensantes, parce qu'il y a des gens intéressants à l'INRAE. Le directeur adjoint vient nous présenter au Sénat, Commission des affaires économiques, le dernier rapport sur la question de l'agriculture biologique, et rapport qui nous démontre qu'à l'horizon 2050, l'agriculture biologique peut nourrir la France. Alors il y avait déjà l'IDRI sur l'Europe et tout ça qui avait fait ce genre de démonstration, ce sont des évidences, mais là c'est l'INRA qui vient nous le présenter. Et donc ça, c'est drôlement intéressant. On peut évidemment s'appuyer dessus, les politiques. Et évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Il faut changer le mode alimentaire. Mais tout le monde le sait, moins de carne, plus de légumes, c'est une nécessité absolue. Notamment la relocalisation de l'alimentation aussi. Et puis, là j'ai perdu le fil de ce coup-là. Ouais. En tout cas, la question de l'agriculture biologique, ou pas rentable, ou produit trop cher pour la population, lorsqu'on met en face les externalités négatives de l'agriculture conventionnelle sur la qualité de l'eau. Sur la qualité de l'eau, c'est entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros par an de réhabilitation de la qualité de l'eau. Ça, c'est pas les paysans bio qui en sont responsables. Alors, est-ce que ce sont les pollueurs qui sont les payeurs? Parce que la logique, elle devrait être là. Eh bien non, c'est l'argent public qui finance ça. Alors, puisque ces agricultures sont vertueuses et n'apportent pas d'externalités négatives, eh bien, finançons-les à cette hauteur-là, ou ponctionnons sur les pollueurs pour financer. Et là, ça sera même au-delà de l'équilibre, les produits seront moins chers. Mais là, il faut une volonté politique forte, et on est loin du compte. Pas sur la recherche, comme le même vice-président de l'INRAE
nous dit il faudra aussi un travail sur la recherche. Parce que la recherche en agriculture bio n'est pas aboutie et la recherche collaborative, elle devrait être véritablement mise en place pour qu'on puisse bien avancer et en s'appuyant sur les expériences et les expérimentations des agriculteurs bio. Et pour cela, il y a besoin de recherche, comme il y a besoin aussi d'enseignement agricole vers l'agriculture biologique. On nous dit hier, ouais, mais il y a quand même des modules. Ah, mais des modules, ça veut tout dire et rien dire. Ok, on s'intéresse un peu à l'agriculture biologique, mais l'agriculture biologique étant globale, basée sur l'agronomie, c'est l'agriculture biologique qui devrait être enseignée, alors on pourrait dire, à ceux qui veulent aller dans l'agriculture biologique. C'est 1 jeune sur 2 pratiquement qui sont en école d'agriculture. Donc voilà, et pour en finir avec la recherche, ce monsieur nous dit on aurait besoin de moyens pour la recherche parce que notre budget recherche est 4 fois moindre que celui de Bayer. Il nous dit ça comme ça. Et là, quand on a dit ça et qu'on voit ces proportions, on a tout compris. Les autres, ils ont des gros moyens. Voilà, je suis désolé, j'ai été un peu décousu. Non.